le HRBP est-il un levier clé pour améliorer cette performance collective? Bonjour tout le monde. La première définition, si vous voulez, c'est que les deux accompagnent le capital humain au sein de l'entreprise. La limite est très fine entre le HR généraliste et le HRBP, mais sur le terrain, le HR généraliste, c'est vraiment la personne qui touche à toutes les thématiques RH. De l'embauche au offboarding, à la sortie, en passant par la gestion des talents, la gestion des compétences, des salaires et avantages. Pour mettre en place un Microsoft Form qui permettra à l'employé de faire sa demande, de mettre tout ce qui est budget, impact sur l'entreprise, sur l'entreprise par rapport à cette formation. Un autre élément aussi, un climat de travail très inclusif qui prenait en compte la diversité et qui évitait beaucoup de conflits qu'on a connus avant. Aussi, surtout, le bien-être. Le bien-être parce que ça a favorisé des comportements désormais axés sur la performance. Et à l'heure de l'évaluation, on se rend compte, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Ibrahima, que même le travailleur a pu gagner de la rémunération en plus en termes de récompense parce qu'il a contribué à la réduction de l'ensemble des coûts. Dans la mise en place de tout ce qui est process, c'est que ça donne du sens aux collaborateurs. Comme je le disais dans mon intervention tout à l'heure, j'ai eu la chance de commencer ma prise de poste avec un audit RH et d'échanger avec l'ensemble des collègues et de comprendre que dans leurs attentes, il y avait beaucoup de sujets qui pouvaient rejoindre la thématique de quête de sens. Quête de sens au quotidien et vision plus claire de ce que peut être l'avenir pour eux au sein du groupe. Aujourd'hui, il y a une pratique qui vous permet d'externaliser l'IFC. Et cette externalisation va vous permettre de défiscaliser ce montant. Et quand on fait la simulation, là où peut-être que je dois provisionner 60 millions, je peux avoir un bénéfice de 40 millions. Donc, là où je provisionne 60 millions, en réintégrant à l'IS, quand je l'externalise avec une facture et le montant placé dans mon livre avec un DAT rémunéré, je peux retrouver avec 40 millions de bénéfices. Donc, j'ai 100 millions l'année. C'est énorme. Donc, imaginez sur 10 ans, ça me fait 1 milliard. Donc, voilà un tout petit peu des leviers que nous pouvons utiliser pour accompagner aujourd'hui nos structures. C'est Fatkine Diakompa, je suis la DRH de YAS Sénégal, Free Moi YAS, donc c'est l'ex-Free qui est devenu YAS depuis fin novembre. Aujourd'hui, quand on va parler quels sont les signaux que peuvent avoir les DRH pour prendre en considération cela, il y en a énormément de signaux en entreprise. Qu'il s'agisse des KPIs que les DRH peuvent suivre en termes de taux d'absentéisme peut-être. Aujourd'hui, c'est un KPIs également qu'on peut regarder, mais quelque part qui ne suffit pas réellement à dire effectivement il y a un problème quelque part ou pas. Donc oui, on parle beaucoup de risques psychosociaux et on en parlait, on a fait un tour de table, on était en salle et on se rend compte que pendant des années on pensait que c'était seulement une histoire des Européens en fait. On ne pensait pas qu'en Afrique on pouvait penser, quand on parle de suicide, ah non c'est l'histoire des Européens, ça ne se passe pas chez nous. Alors que dans les entreprises où nous passons la majorité de notre temps,
il se passe des choses qui sont vraiment des points d'alerte. Moi, je vais plus appesantir sur le volet leadership. Aujourd'hui, on a des managers qui sont mis ou qui sont promis au rang de manager et qui ne sont pas forcément formés pour être sur ces postes-là. Il est important qu'on puisse les accompagner sur un leadership équilibré. Qu'est-ce que j'entends par leadership équilibré et pourquoi ça a un impact direct et significatif sur les RPS? C'est un leadership qui est consultatif, soutenant et challengeant. Et c'est également nous, notre rôle en tant que professionnels de métier de pouvoir faire les propositions qu'il faut, de pouvoir à chacun à son niveau d'identifier les risques, de présenter à la direction générale, de commencer quelque chose. Vous êtes étudiante, c'est bien, vous avez déjà le sujet dès maintenant. Pourquoi ne pas porter le sujet sur le plan RH, peut-être dans votre mémoire, mais pas seulement sur l'administration, le recrutement et autres. Donc portez aussi le sujet sur les sociaux et faites accompagner peut-être par un spécialiste en santé, comme un psychologue ou autre, et portez la question. Ça permettrait également d'avoir, quelqu'un parlait de la littérature, ça, on peut avoir un début de littérature sur la question. Donc pour remettre le contexte, si vous voyez bien, vers les années 90, on parlait plutôt de la fuite des cerveaux. Ensuite, ça a évolué, le terme a évolué, et début année 2000, on parle de la circulation libre des compétences. On se testait un peu partout, on va se former un peu partout, et on saisit des opportunités un peu partout. Et depuis 2010, c'est là où le terme repack fait surface, et on parle de stopper l'impérialisme, de la souveraineté de l'Afrique, etc., etc. Et ce qui est contraire du coup à l'expatrié. L'expatrié, c'est quelqu'un qui continue à évoluer dans un environnement étranger. Mon parcours, donc ça a un lien avec le sujet. J'ai fait 10 ans en France, un peu moins que Madame Sow, mais quand même je suis retour au Sénégal depuis une dizaine d'années. Donc je suis assez placé pour parler de cette expérience de retour au pays. Et je pense que 10 ans après, aucun regret. Et je pense que je suis à ma place et j'ai quand même des choses à partager aujourd'hui avec le public. Donc j'ai piloté plusieurs projets au sein de l'entreprise, notamment la mise en place d'un système RH, de la gestion du recrutement jusqu'à la fonction paye. On essaie de mettre en place un certain nombre d'études pour justement réfléchir sur tous les points de futur. Donc très heureuse d'être ici parmi vous. Je pense que ça va être très riche comme échange. Avec les deux populations, que ce soit la population entrepreneuriale que la population salariée en entreprise. Le recruteur, l'IA n'a pas cette capacité à pouvoir intégrer, à détecter ces valeurs humaines. C'est important. Donc vous pouvez avoir aujourd'hui sur un shortlisting des candidats, excusez-moi, dont certains forcément en termes de discrimination ne sont pas en pole position. Mais en les regardant de près et en échangeant avec eux, vous retrouvez effectivement, certes en termes de compétences, ils peuvent avoir moins par rapport à d'autres, mais peut-être par rapport à la politique que vous souhaitez mettre en place, par rapport à la culture d'entreprise que vous avez, ce candidat-là peut marcher plus qu'avec celui peut-être qui a le plus gros score ou qui marche le plus en termes de compétences avec le poste. Déjà, le titre de notre intervention, c'est digitalisation et IA. Il y a une différence entre la digitalisation des processus de digitalisation et les processus d'implémentation des solutions IA. L'IA étant l'ultime solution de la digitalisation. Il y a eu plusieurs paliers de digitalisation de la société, il y a eu l'informatique, il y a eu l'Internet, etc. Et l'IA est l'ultime trouvaille, je dirais, l'ultime sous-révolution. Le monde de la digitalisation est un monde aujourd'hui qui est présent dans nos activités quotidiennes, notamment dans les systèmes de santé, mais aussi, je parlerai aussi des RH, de ressources humaines, comment on utilise de façon très efficiente les outils de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci.